Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre show. La dernière fois, c'était celui sur AEW Revolution qui s'était déroulé à Los Angeles en Californie. Donc voilà, on va y revenir. Maintenant, on va s'attaquer à un show de la TNA, un show qui s'était déroulé à El Paso, au Texas. Donc bien sûr, vous avez deviné de ce que c'est. Donc, on va parler bien sûr de TNA Sacrifice 2025. Donc, c'est ce show-là auquel on va s'attarder. Et je peux dire qu'il était bien. Bon, après, il n'était pas non plus trop à la hauteur de Révolution 2025, mais tout de même. Tout de même. Par contre, je tenais à vous dire que je n'ai pas forcément le temps, vu comment je dois vite me dépêcher pour pour un gala auquel je vais voir et auquel je n'en dirai pas plus. Je préfère laisser planer le doute, mais au moins vous saviez. Donc voilà tout. Je crois qu'on va vite partir crescendo de cela et aussi un abonné m'a donné des conseils pour essayer, que j'espère aller mieux et de m'améliorer. Essayer de parler très clairement de mon vocabulaire, etc. Alors bien sûr, je ne l'en veux pas pour cela. J'essaye de travailler là-dessus, mais c'est pas évident. C'est juste que parfois, il m'arrive d'être distrait ou d'avoir la tête ailleurs. Donc oui, je vais essayer de dire les choses plus clairement. Oui, je suis pas très agréable à écouter, je le sais, mais je sais pas faire plus. Je sais vraiment pas faire plus. Donc je vais essayer et peut-être qu'on va voir à quoi ça pourrait donner. D'accord? Donc voilà. Bah, déjà pour le show, on va commencer par le pré-show, donc le fameux countdown de, de la TNA Sacrifice. Et il n'y a qu'un match, vraiment qu'un match, et c'est un match par équipe. Alors, The First Class, donc AJ Francis, avec Casey Navarro, qu'ils ont affronté The Aztec, donc les Aztec Warriors, équipe composée de Laredo Kid et de Octagon Junior. Je sais pas si c'est le fils du grand Octagon au Mexique, mais en tout cas, vu comment je vois son masque, on dirait un mix entre le Great Sasuke, celui de Penta, donc même aussi un petit côté de El Generico. Donc, euh, donc ça me laisse penser que c'est le masque de Octagon et auquel je pense que c'est réellement son fils, en tout cas je l'espère. Euh, que dire dans ce match? Pas forcément grand-chose si ce n'est que j'ai pas enfin si j'ai suivi la TNA, mais j'ai pas trop été emballé dans leur petite confrontation, mais que je me dis, après tout, ils vont faire essayer de faire un bon match, ce qui est le plus important. Un petit match sympathique pour un pré-show, mais on préfère passer à la suite. C'est tout ce que je peux vous dire en ce moment. Et auquel c'est victoire de The First Class, donc AJ Francis et Cassie Navarro, qui remporte le match. Après nous avoir présenté la carte de la TNA, eh bien, on a le match numéro 2 qui s'est très très vite démarré entre Mance Warner, qui est accompagné par Steph Delander, qui affronte Sami Callihan. Dans un combat de rue, on va dire un El Paso Street Fight. Je pense qu'on pourrait qualifier de ça. Alors, pour revenir sur Sami Callihan, je trouve qu'on l'a pas tellement vu ces temps-ci, hein. Que ce soit en 2024 ou 2025, on l'a pas beaucoup vu et que ça me pose un peu d'émol parce que je me dis pourtant il est à la TNA, c'est un des rares catcheurs auquel il a été champion du monde et auquel on ne le voit pas tout le temps, ce qui est un peu étonnant. Euh, et Mance Warner, lui je sais qu'il a été à la GCW, à la MLW et d'autres structures,
Mais sinon de ça, est-ce qu'il a signé un contrat à la TNA? J'en ai aucune idée. Je n'ai clairement pas aucune idée. Et que ça s'est très vite démarré dans de la brawl. Et quand les deux catchent, vu comment ce sont les deux spécialistes du hardcore, c'est la démembration et que de la boucherie très sanguinaire auquel on pourrait insister pendant un match. Et auquel c'est évidemment le cas. Bon, après, il y avait des multiples péripéties, hein, notamment Steph Delander qui est un péripétie pour Sami Callihan, mais pas pour Mance Warner, vu comment c'est son associé, et que il s'est passé tellement de trucs, notamment des coups d'agrafe et les coups de tournevis auxquels j'ai vu qu'il y avait dans ce match. Et assez dangereux quand même, assez dangereux de catch avec ça. Mais bon, c'est les risques du métier, c'est le hardcore, on kiffe le hardcore pour certains. Même si pour certains personnes qui sont assez friands, pas trop fans, je les comprends. Ce sera pas leur style de catch préféré auquel ils aimeraient regarder ou voir. Enfin, c'est la même chose, regarder et voir, mais je veux dire regarder à longueur de journée et de voir à toutes les sauces. Mais bon, peu importe ce que je dis, c'est à peu près la même chose, mais bon, je sais pas comment trop vous dire. Si ce n'est que Kalien avait le match en main, mais il se fait aveugler par de la poudre que Steph Delander lui a balancé au visage, et ça permet à Mance Warner de battre Sami Callihan en faisant, je sais même pas si il fait un running knee dans le coin, mais allez, on va dire qu'il bat Sami Callihan comme ça, quoi. Et voilà, j'ai pas d'autres choses à dire, d'autres trucs en plus, vraiment pas du tout. Maintenant, match numéro 3, un match simple entre Tessa Blanchard contre Lei Ying Lee, anciennement Xiali à la WWE. Euh, on va dire c'est un genre de petite feud sans histoire, sans saveur. On va dire que la seule histoire qui concerne c'est Tessa Blanchard et la hit qu'elle reçoit auprès du public. Et que dans ce match-là, on voit beaucoup qu'elle joue avec le public, de la réaction négative du public, plus précisément, et que je pense que c'est elle qui enclenche plus de réactions que Lei Ying Lee. Donc je vais l'appeler Xali parce que c'est pas tout le temps évident de dire les noms des personnes, mais c'est pas forcément Lei Ying Ling qui fait forcément réagir le public, si ce n'est que, à part les prises de kung-fu qu'elle elle effectue, alors que Tessa Blanchard, elle, c'est plus de la, on va dire de la hit auquel elle enclenche dans le public et auquel elle prouve à quel point elle est provocante, qu'elle est prête à aller jusqu'au bout, quitte à énerver plus d'un. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Bon, après, il y a eu quelques comebacks, des tas de prises à gogo et que Lei Ying Lee, donc Xiali, elle pensait avoir le dessus sur Tessa, mais ce sera Tessa qui va être opportuniste jusqu'au bout dans le match et qu'elle le bat justement Xiali avec son... Tout d'abord, elle fait le Diamond Cutter et après, un peu plus tard dans le match, elle fait son fameux Codebreaker du haut de la troisième corde auquel elle appelle ça... ben, je crois que c'est le Diamond Magnum, mais moi je l'appelle en longueur de cette prise, le nom de la prise bien sûr, euh, The Double Knee Diamond Magnum, et auquel elle effectue la victoire. Donc vous avez compris, cette victoire de Tessa Blanchard qui remporte le match. Et où est-ce que ça va mener? Est-ce que quiconque personne oserait l'arrêter, Tessa, sous une lancée en tant que heal? Telle est la question. Mais bon, je passe au match numéro 4. Et ce match-là, par équipe de 6 personnes, oui, 3 contre 3,
Celui-là aussi, il n'y a pas trop d'histoire à dire, si ce n'est que le début de match et le match numéro 2 également. Il n'y a pas trop d'histoire. Certains n'arrivent pas trop à suivre comment ils en sont arrivés là. D'autres oui, parce que ce sont des fous, ils regardent d'autres structures à côté. C'est ce que je fais également, mais que des petits extraits. Je vais pas plus loin, donc malheureusement. Donc le match auquel on va parler, c'est les Rascals qui font équipe avec Ace Steel contre Wesley, Tyson Dupont et Tirek Igwe. Donc TNA contre NXT, si j'ai bien compris. Et pourtant, il n'y a pas d'histoire du côté de la NXT de la WWE. Ça n'a pas été raconté pourquoi ils se retrouvent. Du côté de la TNA bien sûr, je suis presque sûr que ils ont raconté quelque chose, mais vu comment la WWE se doit minimum de pas trop faire de la pub pour la TNA, parce que selon moi, ils ne font pas beaucoup plus de pub pour eux, alors que la TNA bien sûr fait de la pub. Donc excusez-moi si je me répète, donc désolé. Ils font un petit peu de la pub, mais quelque part, la WWE devrait minimum faire un petit peu de la pub. Selon moi, vu comment ils ont conclu un pacte, la pub, pour moi, c'est un petit peu important pour que, pour qu'on puisse, certains, découvrir, pour ceux qui n'ont jamais, on va dire, connu la TNA, ou alors qui voudraient la connaître. Selon moi, bien sûr, hein, selon moi. Mais bon, tout ce que je sais à propos des trois équipes, enfin les deux équipes, c'est qu'ils veulent régler des comptes. On connaît Trey Miguel, et on connaît un petit peu Zachary Wans. Enfin, j'espère que vous les connaissez. Et Wesley, également, vous le connaissez. Tyson Dupont et Tirek Igwe, cela ne vous dit pas forcément grand-chose parce qu'ils sont pas, on va dire, des catcheurs qui sont trop mis en avant, alors qu'ils ont une carrure digne d'un footballeur américain ou d'un bodybuilder. Voilà comment on pourrait résumer là-dessus. Mais ils sont pas, on va dire, mis en valeur parce qu'il en manque un truc. Je crois que c'est le charisme. Je crois peut-être que il manque quelque chose qui les rend spécial, mais je sais pas quoi vous dire, hein. Vraiment pas quoi vous dire. Bon, dans ce match, il y a eu plusieurs prises. J'ai pas besoin de tout résumer là-dessus. Des changements rapides, tactique de heal, les faces qui veulent se révolter pour revenir en force. Et après que les deux lieutenants de Wesley se font allumer par les Rascals, eh bien Wesley en aura pour son grade, vu comment il se fait martyriser par Trimigel, Zachary Wans et Ace Austin. Austin, pardon. J'allais dire Steel, mais Austin. Et si je dis pas de conneries, c'est Ace Austin qui effectue le pin pour la victoire après avoir fait sa prise de finition, et que les Rascals sortent vainqueurs de cette rivalité. Donc voilà tout, voilà comment je pourrais résumer là-dessus. Je vais couper un petit peu et on repoursuit bien sûr. Voilà, j'ai bu un coup. Et par contre, si vous préférez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter ce que vous en avez pensé. Donc ça m'intéresserait de savoir si vous avez bien aimé ou pas. Donc voilà tout. Maintenant, je passe au match numéro 5 et c'est un match simple entre Steve McLean contre Frankie Kazarian. Il y a même aussi Eric Young qui est à l'extérieur du ring pour regarder le match de plus près. Et je me dis, encore, cette rivalité ne finira jamais, même entre les trois hommes. Ça va encore continuer. Bon, après, est-ce que ça en valait la peine, tout ça? Je demande des explications, j'en ai aucune, que ce soit par les abonnés ou même par moi-même en question. J'ai pas, on va dire, de réponse précis. À vrai dire, j'en ai jamais aucune. J'en ai aucune. Et je me demande où est-ce que ça va aller. Mais pour revenir au match, un match avec un peu de technique, beaucoup de puissance, pas mal de brawl, mais qu'à la fin, Kazarian a voulu être opportuniste, mais c'est McLean qui en vient à bout de Kazarian. Voilà tout.
Voilà, je n'ai pas forcément trop l'envie de tout dire, si ce n'est que il était bien, mais sans plus. D'ailleurs, la moitié des matchs, ils sont bien, mais est-ce que ça crève le plafond? Je pense pas. C'est assez mitigé, très mitigé même. Donc voilà, victoire de Steve McLean. On passe au match numéro 6. Et le match numéro 6, ben, c'est un match handicap de 2 contre 3 pour le championnat du monde féminin des knockouts de la TNA. Donc bien sûr, la team Elegance, enfin la team by Elegance, avec la leaduse qui est HB Elegance, Hater B Elegance, et le personnel concierge, donc qui est marqué personnel concierge, et qui vont affronter The Spitfire, Dani Luna et Judy Trett, les championnes par équipe en question. Ça, je trouve que c'est sûrement un petit avantage de, de la team élégance de en venir aux mains, de remporter au moins un titre dans leur carrière. Et je vais vous dire en toute honnêteté, spoiler, ça va arriver. Oui, parce que au moins vous êtes avertis. Et un truc que j'ai oublié de dire au début avant de lancer la vidéo, je tenais à vous dire, excusez-moi pour la qualité des images auxquelles j'ai pu faire des captures d'écran ou trouver, parce que j'ai pas trouvé de bonnes images plus claires, beaucoup plus magnifiques. Je tenais à m'excuser et que c'est pas ma faute parce que Google ou YouTube en question a du mal à faire des bonnes vidéos et a du mal aussi à faire des bonnes images. En même temps, c'est de la chaîne indienne, hein, et quand je dis la chaîne indienne, c'est regarder en highlight, hein. Et forcément, regarder en highlight avec une mauvaise qualité d'image, c'est c'est pas très beau. Je vais vous l'avouer, ce n'est pas très beau, mais c'est la seule manière pour moi de regarder en entier les shows. C'est tout ce que je peux dire. Bon après, est-ce que c'est une excuse? Un petit peu, mais ce n'est pas moi qui fait ces images-là, mais c'est pas ma faute. J'essaie de trouver un minimum d'images, j'essaie de prendre les plus parfaits, mais à chaque fois je trouve des images pourraves. Donc toutes mes excuses à propos de ça, mais bon, au moins c'est dit, et un coup que c'est dit, je passe bien sûr au sujet auquel je dois parler et auquel dans ce match, certes, il y avait un avantage du côté des heals parce que la team élégance, ce sont des heals et la team des Spitfire, ce sont les gentils, donc les face. Et malgré toutes les bonnes volontés, malgré toutes les prises auxquelles il y a de l'effectuation, malgré l'implication du majordome personnel concierge, euh, ils ont tenté d'en finir très vite, mais trop d'ambition de la part de Spitfire, qui pensaient avoir la victoire haut la main, bah, se sont trompés et ils se sont fait pris quelque part au dépourvu par les Spitfire, enfin par la team élégance, excusez-moi. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'une des deux qui fait le tomber sur soit sur Luna, soit sur Traite. L'une des deux et qui remporte le match. Donc, comme je l'ai dit, spoiler, c'est la team Elegance qui remporte les titres, donc HB Elegance et Hater Elegance. À la fin du match, eh bien, on a eu l'entrée des métaphores, donc les Metagirls, auxquels ils font leur entrée et ils veulent entre autres lancer un message comme quoi elles, elles ont faim, elles veulent les titres, donc elles veulent affronter les championnats en titre. Alors, comment je pourrais dire? À quoi ça servait de les faire venir d'NXT, enfin, qu'ils les faire sortir d'NXT pour les faire venir à la TNA? Trop de questions à ce sujet, vraiment beaucoup de questions. Je m'en pose beaucoup aucune, enfin beaucoup de plus, pardonnez-moi. Et que ils n'ont pas réussi à capturer les titres féminins du roster principal. Ils veulent essayer du côté de la TNA. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne sais pas. Après, vous allez peut-être dire que je n'aime pas les métaphores, les metagirls. Enfin,
Si vous répondez pas, bah, ne répondez pas. Ça n'a pour moi plus aucune importance, mais un message pour le référencement, ça me ferait plaisir, comme je l'ai dit. Mais bon, c'est pas que je déteste bah, les MetaGirls. Je, je n'ai aucune haine entre elles. Pour vous dire, pour être honnête, je n'aime pas cette équipe. Voilà, pour être honnête, je les aime pas parce que je n'accroche pas avec eux. Dommage. De toute façon, c'est comme n'importe quel catcheur, hein. Tous les catcheurs auxquels j'ai pu regarder, que ce soit quand j'étais jeune ou maintenant, je les regarde. Au début, ils ne m'impressionnent pas. Après, quand ils trouvent leur vocation et qu'ils réussissent à trouver quelque chose de spécial, là oui. Là, pourquoi pas. Mais là, j'ai du mal à m'accrocher. Et auquel je ne sais pas, je ne sais pas trouver du positif là-dessus. Et ça, c'est un peu mon petit problème, c'est que j'ai du mal à m'accrocher à eux. Je, je ne les apprécie pas pour autant, même si je n'ai rien contre elles, comme les garçons aussi, hein. Pareil pour les garçons. Mais bon, ce que j'ai dit est dit. On a des nouvelles championnes. Voilà, un point c'est tout. Un point c'est tout, c'est tout. Maintenant, match numéro 7, encore un match simple. Eh bien, bah, un match un petit peu personnel auquel euh, on parle de l'histoire de l'alcoolisme de Mike Santana. Donc l'affrontement entre Mustafa Ali, qui sont accompagnés par sa garde rapprochée, donc Jason Hodge, John Skyler et Tasha Steelz. Donc il s'est trouvé des lieutenants auxquels il pourrait l'aider et le protéger pendant euh, sa croisade contre Mike Santana. Ou même ses élections pour essayer d'être président. Mais bon, ça c'est qu'une gimmick, évidemment. Donc ouais, tout tourne autour de l'alcoolisme de Mike Santana. Et auquel je me dis, on joue sur l'alcoolisme de Santana un peu comme ils ont essayé de faire avec celui de Jeff Hardy. Ouais, la fameuse histoire auquel Jeff Hardy est bourré, Jeff Hardy c'est un drogué, euh, il sait très bien qu'il peut pas tenir l'alcool, ou encore dans le sens inverse, essayer CM Punk à accepter qu'il doit ben, boire de l'alcool, qui est entre autres un alcoolique. Donc ça, ce sont des fameuses histoires auxquelles c'est pas trop mon délire. Bon après, quand c'est personnel et que c'est bien raconté, là je peux être dedans. Mais quand c'est un truc pareil et que les personnes le font un peu mal, j'ai un petit peu du mal également. Donc voilà tout. Après, est-ce que je suis emballé? Bah, c'est que le début, je peux pas dire que je suis terriblement emballé, vu comment je viens de découvrir et d'apprendre, et auquel, bah, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je n'ai aucune réponse et je préfère pas répondre. Donc, bien sûr, Santana, bien sûr, ça l'énerve que on joue beaucoup sur son alcoolisme, que on joue sur ses sentiments, que on veut jouer sur la corde sensible, et auquel ben, il n'apprécie pas le fait que Mustafa Ali fait ce genre de truc de coup de pute. Et même si Ali n'en a rien à secouer, ben, il fait ce qu'il veut. Il veut jouer avec l'esprit des gens parce que c'est comme ça auquel il se vante ben, de réussir, qu'il peut gagner haut la main. Chacun ses ambitions, pardonnez-moi. Voilà, chacun son petit truc. Mais bon, peut-être que ça a peut-être continué, mais pour l'instant, on ne sait pas. Après, le match était bien, mais encore une fois, ça ne crève pas le plafond. Donc, je dois être honnête, ça ne crève pas le plafond, mais il était bien. Et même si Mike Santana a voulu en finir, c'est Ali qui a su piéger Mike Santana et de le battre haut la main. Et à la fin du match, après l'avoir battu Mike Santana, eh bien, il va à l'extérieur du ring, donc avec sa garde rapprochée, et il va prendre une petite bouteille jetable, enfin, petite bouteille. Ce n'est pas une bouteille, c'est un petit gobelet où il y a de la bière, je crois, c'est de la bière.
et qu'il met près du ring et qu'il dit: «Ah, t'as perdu? Eh ben, profites-en pour picoler, pendant que moi je vais fêter ma victoire.» Donc voilà tout. Voilà comment je pourrais le résumer là-dessus. Et que voilà, je pense que j'ai dit là-dessus. Et maintenant, ben, match numéro 8. Et c'est encore un match simple, mais pour le titre féminin des knockouts de la TNA, entre Masha Slamovich contre Cora Jade. Donc encore TNA contre NXT. Comment je pourrais dire à propos de cette rivalité? Je sais que ça fait un petit moment auquel les deux se croisent, se cherchent un petit peu, et que vis-à-vis de la situation de Cora Jade est un petit peu différent et un petit peu, on va dire, je sais pas comment le dire, mais c'est pas, c'est- j'essaie de trouver un mot, mais c'est pas évident à trouver. Mais en tout cas, on va dire qu'elle est un peu délicate. Parce que je peux vous dire le truc, et le truc auquel je vais dire, depuis le début auquel elle est revenue à la NXT, donc Cora Jade, depuis qu'elle a été blessée, qu'elle revient de blessure, eh bien, je trouve que depuis qu'elle est revenue, elle a enchaîné les défaites et également, eh bien, je sais pas ce que j'ai avec son in-ring dans quand un coup et qu'elle catch, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue. J'ai l'impression qu'elle est perdue, qu'elle sait pas ce qu'elle fait et qu'elle fait un peu n'importe quoi. Je sais pas si vous avez ce même ressenti. En tout cas, chers spectateurs, que vous regardez ben, ma vidéo et que vous m'écoutez comme un genre de podcast, ben, je sais pas quel est votre ressenti parce que moi, j'ai ce ressenti à quel point ben, que Cora Jade, elle a un peu, elle a un peu celle auquel on peut pas trop compter. C'est-à-dire si jamais on veut lui donner le titre à elle, si elle gagne, j'ai l'impression qu'on la fait pas trop confiance parce que tout simplement, j'ai l'impression qu'un coup qu'elle catch, elle est perdue, ou un coup elle se blesse. En même temps, c'est à elle à faire attention parce que oui, quelque part, c'est pas une tête brûlée, mais elle, elle prend parfois des décisions un peu bêtes et auxquelles maintenant je comprends un petit peu mieux et que j'ai voulu trouver des réponses même dans mes prochaines vidéos que j'avais citées, les prochaines vidéos auxquelles j'avais fait, enfin les récentes ou les anciennes que j'avais pu effectuer et auxquelles je me dis c'est dingue ou c'est moi où elle perd tout le temps ses matchs et auxquelles j'ai l'impression qu'elle est perdue et qu'elle n'est pas dans son élément et qu'elle fait n'importe quoi. Eh bien, j'ai voulu trouver des réponses et j'ai eu la réponse auquel j'ai eu. Et c'était pendant un match de NXT quand elle avait affronté Jordynne Grace et auquel je sais pas ce qui s'est passé, mais elle était totalement perdue. Et même moi, je me dis, attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne piche pas. Eh ben, suite à ce petit incident, après on parlait d'une blessure, mais on nous a pas dit quelle était cette blessure. Est-ce que c'est un work ou, euh, ou une réelle blessure? Parce que je me pose tellement de questions, même si elle a voulu essayer de nous rassurer. euh, Crois-moi, nous, on n'est pas du tout rassurés quand il y a une réelle blessure, parce que ça peut porter justice et auquel on peut peut-être se dire qu'on ne te fait pas confiance en vrai. Donc voilà comment je me suis dit vis-à-vis de Cora Jade. Et d'ailleurs, face à Masha Slamovich, eh bien, elle a démarré la fleur au fusil en attaquant justement Masha, et auquel, quelque part, ça va un peu lui porter malheur à Cora Jade suite à cette action. Parce que c'est pas avec ça qu'elle va remporter le match. Et spoiler, je vais vous dire, Cora Jade ne remportera pas le match. Elle ne remportera pas le titre.
et elle ne quittera pas la TNA avec un titre autour des épaules ou autour des hanches. Non, non, non. Vu comment c'est Masha Slamovich qui remporte le match, parce que je vais vous dire en toute honnêteté, je ne mise pas une victoire sur Cora Jade et auquel je la voyais pas vainqueuse, tout simplement. Donc voilà tout. Alors certes, ce match-là, il était, voilà, je vais vous dire en toute honnêteté, vu comment j'ai dit que les autres étaient bons sans plus, bien, mais voilà, eh bien ce match-là était moyen. Voilà, il était moyen. J'ai pas, euh, j'ai pas été emballé. En plus, Cora Jade ne m'a pas, on va dire, ne m'a pas convaincu. Donc elle m'a pas totalement convaincu. Et, j'ai préféré une victoire de Masha Slamovich, tout simplement. Donc vous avez compris, c'est victoire de Masha Slamovich. Et un point c'est tout. Et j'espère que Cora Jade, elle peut essayer de s'améliorer. Parce que là, je suis un peu dur avec elle. Mais elle peut s'améliorer, selon moi, si elle arrête d'être dans la course dans n'importe quel titre, que ce soit le titre NXT seulement ou TNA. Bref, peu importe. Mais voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que le match était moyen, mais sans plus. Plus que deux matchs après c'est terminé, je vais couper un petit peu, après on repoursuit. Je poursuis maintenant, et par contre il faut que je fasse très vite parce que je sais que j'ai vraiment pas le temps et que je dois être à l'heure pour, euh, pour insister au gala, mais bon, ça c'est un peu mon mauvais côté auquel je suis un peu lent du fiac, j'ai vraiment pas la notion parfois du temps, et en termes de rythme, je suis pas très rythmique. Je suis quelqu'un qui a un problème de timing. Et du coup, ben, désolé en tout cas. Mais le match numéro 9, c'est un match de l'échelle pour le titre de la X-Division de la TNA entre Moose, qui est accompagné par Alicia Edwards, qui affronte Jeff Hardy. Donc voilà tout. Voilà tout à citer. Donc, Moose, il veut s'attaquer sur un des terrains auxquels Jeff Hardy apprécie tout autant. C'est le match de l'échelle. Et également à propos de Moose, j'ai regardé son match face à Obafemi. J'ai même cru que la WWE allait créer la surprise en le faisant de Moose le champion X-Division de la TNA, puis NXT. Donc j'ai tellement cru que je me suis dit, attends, ils vont vraiment le faire? Eh ben non, c'est Obafemi qui remporte le match. Mais après, j'aimerais bien les voir se réaffronter une deuxième fois. Peut-être que on va voir à quoi ça pourrait donner, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils le feront, clairement. Dans ce match-là, bah, que de la brutalité avec des échelles, tout simplement, entre les deux catcheurs. Jeff Hardy, on sait que c'est un vétéran des matchs de l'échelle. Moose, c'est un putain de tank. Enfin, ouais, un putain de tank, vu comment il adore rentrer dans l'art, avec ses fameux spires, et auquel il est très puissant, et même très agile, pour être honnête. Ça sort les échelles, ça se fracasse là-dessus. Jeff Hardy sort aussi son échelle auquel il les a peints en toutes les couleurs. Donc ça, c'est son côté vraiment artistique de ce qu'il fait. Vu comment il aime l'art, il adore la peinture. Et il adore faire mal ses adversaires en utilisant ces objets auxquels il peut faire de gros dégâts. Et aussi prendre des gros risques auxquels ça lui a fait sa renommée. Donc il était bien parti pour remporter le titre. Là, parce que je passe directement au climax, il était bien parti, mais Alicia Edwards prend un kendo stick, fouette Jeff Hardy, et ça permet à Moose d'en profiter et de faire un spear sur une table auquel ils avaient placé dans le coin du ring, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est plutôt sur une échelle, mais j'en suis pas sûr. Pourtant, je viens de regarder récemment avant de prendre mon petit déj et j'ai un petit peu oublié. Je m'en excuse, mais bon, il a fait un spire, puis il gravit les échelons et il remporte le titre, tout simplement. Donc c'est victoire de Mousse. Qui peut l'arrêter? On ne sait pas. On ne sait clairement pas qui peut l'arrêter, mais bon. Passons à la suite. Et la suite, c'est le main event.
dans un match en cage où il y a 10 personnes qui s'affrontent. 5 de l'autre côté et 5 de l'autre. Donc voilà. Donc la première équipe auquel je vais citer, c'est Joe Hendry, Matt Hardy, Elijah, Leon Slater et Nick Nemeth. Contre The System, donc Eddie Edwards, Brian Myers, JDC, donc pour Dirty Johnny Dango Curtis, et les Colons, enfin les Colons, oui, Eddie Colons et Orlando Colons, anciennement Primo Colon et Epico Colon. Donc voilà, ça vous permet de savoir qui sont maintenant, vu comment je cite les noms. Pendant ce match-là, j'ai cru que c'était un Wargames. Enfin, un Wargames, non. C'est pas un Wargame, c'est un. Allez, à l'époque de la TNA. Lockdown. J'ai cru que c'était un lockdown match. Enfin, un lockdown. Un lockdown match, voilà. Oh, j'ai plus les mots, j'ai plus les. Ah, j'essaye, hein. J'essaye de mieux articuler, j'essaie de travailler mes phrases, mais c'est pas évident. Tout est fait en improvisation. Et auquel ben, je dis très clairement, donc encore désolé si je bafouille beaucoup, mais j'ai cru que c'était un match lockdown, vu comment ça me rappelle les bonnes périodes auxquelles ça faisait les matchs en cage, et auxquels plusieurs participants participent l'un à l'autre, que ce soit les face ou les heels, ou même un Wargames. De toute façon, c'est un peu le même rapprochement. Donc, au moins, bah, vous avez au moins une idée de quoi il s'agit, vu comment c'est normalement les matchs en cage, surtout le lockdown, un des matchs emblématiques pour la TNA. Et je sais pas si on va le revoir un jour ou l'autre, mais ça m'étonnerait, mais on aimerait bien le voir, clairement. Donc plusieurs y passent, plusieurs tout d'un coup, et j'en passe, que ce soit les face ou les heels. Pour revenir à Joe Hendry, j'avais dit dans l'un de mes vidéos que j'allais faire une vidéo, enfin, une petite musique avec ma voix sur le thème d'entrée de Joe Hendry. J'ai essayé, hein, je vais vous dire, j'ai essayé. Le résultat n'est pas top. Je vais vous dire, le résultat n'est pas top et auquel je me dis non, je peux pas le mettre dans ma vidéo. Ça. Pourtant, j'ai dit que j'allais le faire. J'ai testé, mais je me suis rendu compte que c'était pas top et qu'il faudrait que j'arrête avec ça. Que j'arrête avec ça et que je me dis tout simplement, c'est vrai, je n'ai pas une voix très mélodieuse. Je peux l'admettre. Je n'ai pas une voix si mélodieuse et que je suis, on va dire, très inécoutable. Je peux le constater. Même moi, de toute façon, je m'écoute pas dans mes vidéos, donc voilà tout. Et que c'est sûr, je ne vais pas participer à la Star Academy pour mes prouesses chantant. Et auquel ben, je préférais d'arrêter. D'ailleurs, dans n'importe quelle vidéo auquel je vais citer Joe Hendry, je vais arrêter déjà de faire la petite chanson sans musique. Parce que je me dis de toute façon, ma voix ne va pas, on va dire, ne va pas matcher avec le theme song. Et du coup, je me dis non, j'abandonne. Je vais arrêter. Donc voilà, vous êtes content, vous êtes heureux, je vais arrêter de faire ça. Que ce soit en anglais ou en français, je vais arrêter. Et que je pense que pour tout le monde, ce sera mieux comme ça. Plusieurs objets sont même passés dans le match. Il y a eu plusieurs objets, beaucoup de spots. On a un peu du mal à suivre par moment, mais il y a eu des tas de spots, beaucoup de trop de prises. Et après ça, c'est les faces qui vont sortir grandis du match. Donc ça, je vais vous le dire honnêtement, c'est eux qui vont sortir grandis. On a des Twist of Fate, des zigzags, des Belief Shock Slam et tas de choses. Et par contre, je vais vous dire, j'ai oublié de citer Elijah, même si je sais que j'ai dit Elijah, enfin Elijah, ça me rappelle un peu l'ancien nom de The Pope d'Angelo Dinero, donc Elijah Burke.
Et qui c'est Elijah? Ben, il s'agit bien sûr de Elias Samson. Donc pour la faire courte, c'est Elias. Oui, Elias de la WWE. Ou alors il avait testé une autre gimmick qui se faisait appeler Ezekiel. Un peu une référence entre guillemets de Ezekiel Jackson. Mais vous avez bien compris, il s'agit de Elias, auquel j'ai oublié de citer, qui a, qui a signé à la TNA, je pense, et qu'il participe dans ce match contre les Heels et pour poursuivre les prises qu'ils ont effectuées des Twist of Fate. Et après, Matt Hardy a pris une chaise, le mettre autour du cou. Je crois qu'il va faire ça à JDC. Il va le faire un Twist of Fate extrême sur JDC et de remporter le match. Donc voilà tout. Alors, ce sont les babyface qui remportent le match, et après que tous les babyface sortent de la cage, il reste plus que Nick Nemeth et Matt Hardy, qui célèbrent entre guillemets ensemble, même si on se doute qu'il va se passer un truc, et évidemment je me suis pas trompé. Si je crois bien, il y a Ryan Nemeth qui arrive dans le ring, qui ferme la porte de la cage, et il y a Nick Nemeth qui fait son zigzag sur Matt Hardy. Et du coup, vous avez compris, il a fait un heel turn sur Matt Hardy. Ok, ça c'est du basique du méchant. C'est le basique du méchant de faire un heel turn. Et auquel, ah, ça n'a pas le même impact que celui de John Cena, de Hulk Hogan, de Bret Hart, de Shawn Michaels, de Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, etc. Bref, ça n'a pas la même impact en termes de heal. Parce que, oui, comme tous les heals qui se respectent, il faut choquer tout le monde en trahissant quelqu'un. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour Nick Nemeth, donc Dolph Ziggler. Vu comment on connaît un peu son parcours à la WWE, on sait qu'il a déjà été heel par le passé, et auquel c'est pas très choquant. Donc, on tabasse à deux Matt Hardy, on va le mettre en sang, on va le râper la tête contre la cage. Les babyface tentent d'essayer de le sauver, mais ils se font, on va dire, éjecter par Ryan Nemeth et par Nick Nemeth, qui veulent pas les faire entrer. Et même pas le champion en titre, bizarrement. Et c'est comme ça comment ce show va se terminer en laissant Matt Hardy évanoui suite à une prise du sommeil, laissé en sang au centre du ring. Donc voilà comment se termine là-dessus. Et auquel je crois que j'ai tout fait le tour de tout le sujet de la question. Et vu comment je perds un peu de temps, enfin un petit peu de temps, même si je sais que j'ai un petit peu le temps derrière moi, mais je sais qu'il ne faut pas que je traîne. Donc vous avez compris, tout est terminé. Voilà comment se termine le show de TNA Sacrifice 2025. Et maintenant, je vais conclure directement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.